Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Après l'annonce des résultats provisoires du référendum du 16 novembre dernier, notre rédaction analyse les chiffres du oui, du non, le taux d'abstention et celui de participation, mais aussi le temps du dépouillement à travers une comparaison dans l'espace et dans le temps. Journée africaine de la statistique pour promouvoir l'importance de cette discipline dans les organisations. Dans ce journal, nous vous édifions sur la question. Les inspecteurs pédagogiques en session de renforcement des capacités par la Confémène. Pour s'arrimer aux standards internationaux, ils vont acquérir des compétences nécessaires pour mieux évaluer le travail des concepteurs gabonais dans la réalisation des manuels scolaires de nos enfants. C'est donc la fin des opérations du référendum 2024. Nous revenons bien évidemment ce soir dans un instant sur les résultats provisoires de ce scrutin dévoilé hier soir par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Mais allons tout d'abord à la présidence de la République où les observateurs électoraux nationaux et internationaux arrivés au terme de leur mission ont été reçus par le président de la transition pour un point sur le déroulement du vote. Presse présidentielle. Au sortir du scrutin référendaire du 16 novembre, plusieurs organismes internationaux et nationaux ont été reçus par le président de la transition. Ces derniers sont venus revisiter le déroulement du scrutin. Et tour à tour, en tant qu'observateurs, nous avons donné nos impressions. Nous avons vraiment félicité le ministère en charge de l'Intérieur et de la Sécurité pour le professionnalisme qui a eu à effectuer un travail remarquable de l'avis de tous les observateurs. Il y a eu vraiment des avancées significatives en termes de principes démocratiques, en termes de liberté de certains droits fondamentaux dans cette nouvelle constitution que nous avons eu à saluer sur le fond. Nous avons constaté qu'il s'est déroulé dans le calme. Nous avons apprécié et noté la maturité politique des Gabonais que nous avons également transmis en tout cas au président de la République. Et tout ceci sera consigné dans le rapport de l'Union africaine qui sera soumis aux autorités afin que l'on puisse prendre en compte un certain nombre de recommandations pour les prochaines étapes de la transition. L'élection référendaire transparente du 16 novembre s'achève sur une note positive dans l'ensemble qui a permis aux différents organismes de constater le professionnalisme et la promptitude de l'organisation jusqu'à la délibération des résultats. Une première au Gabon. Donc nous venons ici féliciter les autorités pour avoir organisé l'écosystème adéquat pour que ces élections référendaires se déroulent dans la quiétude, dans la paix. Au niveau de la transparence du vote, au niveau du professionnalisme du vote, parce que nous qui avons déployé et avions été sur le terrain, et nous avons bénéficié d'une accréditation de toutes les organisations justement qui se sont déployées différemment du passé et qui a fait en sorte qu'il y ait plus de transparence, qu'il y ait une sérénité qui fait qu'aujourd'hui, personne ne peut contester les résultats qui ont été annoncés par le ministre de l'Intérieur justement parce que c'est le fruit du professionnalisme. Avec le chef de l'État, nous avons donc fait le tour pour lui signifier, et lui et au gouvernement gabonais, que la transition est en marche et qu'elle se porte très bien avec le référendum qui a été organisé samedi. Nous qui avons observé, nous avons fait une observation assez satisfaisante parce que nous n'avons pas remarqué quoi que ce soit de très difficile. Nous avons vu une bonne organisation du ministère de l'Intérieur sur le plan matériel, sur le plan pratique. Nous avons vu une bonne sécurité dans les bureaux de vote, autour des centres de vote, et nous avons vu une maturité du peuple gabonais qui s'est exprimé librement dans la transparence totale, et donc vous connaissez les résultats dont nous sommes sûrs aussi qu'il n'y a pas de contestation.
À l'issue de cette rencontre, des recommandations ont été faites en vue de consolider le processus électoral futur. Avec près de 92% pour le oui, cette étape pour plusieurs observateurs est présentée comme un tournant majeur pour la démocratie dans notre pays. On reste à la présidence de la République en deuxième heure et toujours en rapport avec cette actualité, Brice Clotaire Oligui Nguema a échangé avec le délégué général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. On retrouve nos confrères de la presse présidentielle. Le référendum qui a eu lieu le 16 novembre s'achève sur une note de satisfaction, a également permis au délégué général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie de rencontrer le président de la transition pour des échanges sur le suivi du scrutin. Les échanges portaient bien sûr sur le référendum, les conditions dans lesquelles ce référendum s'est déroulé, et puis sur la nouvelle étape qui s'ouvre à présent pour le Gabon. Nous avons été présents dès le début de la transition, les premières semaines de la transition, avec l'Assemblée parlementaire de la francophonie, parce que, en ayant écouté les uns et les autres, je pense que la transition peut permettre et a permis déjà beaucoup d'avancées pour la population. Nous sommes des députés, nous représentons le peuple. Et donc c'est ça qui nous intéresse, nous, dans cette démarche-là. Et dans le référendum, on a vu un espace de liberté, de la confiance. Il y avait des observateurs dans les bureaux de vote. Donc il y a un climat de calme et très apaisé durant ce vote. Donc je pense, en ayant observé un petit peu ce qui se passait, qu'une nouvelle étape est possible pour le Gabon et qu'on est venu échanger ce point de vue avec le président. Quel que soit le vote que l'on a fait, la capacité à dire ce qu'on pense, c'est déjà quelque chose de très important et c'est ce que j'ai observé là. Et donc je suis venu échanger avec le président sur ces éléments-là. Et en ayant beaucoup circulé dans les bureaux de vote, dans la rue, en parlant aux uns et aux autres, je trouve par rapport à il y a quelques années que le climat aujourd'hui est plus ouvert dans Libreville, plus apaisé, que les gens expriment leurs idées et certains, nombreux, ont envie de s'impliquer. Pour moi, c'est ça qui est important. L'observateur parlementaire francophone a donc souligné l'importance du libre choix du vote des populations gabonaises. Pour l'hôte du président de la transition, un État doit fonctionner avec l'implication de toutes ses composantes. Partons maintenant à la Cour constitutionnelle où, après le palais présidentiel, les observateurs de l'Union africaine se sont rendus pour discuter avec le président Dieudonné Abba Owono, qui a ensuite devisé avec l'ambassadeur des États-Unis au Gabon. On fait le point avec Wilfried Bigamvwamba et Tameyogo. Cette audience, accordée par le président de la Cour constitutionnelle à l'ambassadeur des États-Unis accrédité au Gabon, intervient quelques heures seulement à la suite des consultations citoyennes relatives à l'élection de la Constitution. Dieudonné Abba Owono et Vernelli Trim-Fields-Patrick ont dans cette optique ouvert une brèche sur le rôle de la Cour tel que défini par les dispositions légales en la matière, notamment son implication en amont, pendant et en aval des opérations référendaires, non sans évoquer l'expertise apportée par le pays de l'oncle Sam. Le Gabon a passé un point très crucial dans l'histoire avec le référendum. J'étais une partie d'un groupe d'observateurs internationaux ici dans le pays et avec les observateurs domestiques pour voir le déroulement de ces processus. Agenda hyper chargé pour le président du palais gardien des lois qui a également approuvé une entrevue avec le chef de la délégation des observateurs de l'Union africaine, une mission d'observation placée sous le sceau de la solidarité. Nous avons pu observer une élection référendaire qui s'est passée dans le calme. Nous avons également pu apprécier la maturité politique du peuple gabonais. Nous étions dans les bureaux de vote avant l'ouverture et également à la fin de l'ouverture. Nous avons pu observer ces deux éléments qui vraiment sont très importants pour nous. Pour les observations faites, un rapport détaillé, élaboré par ces experts de l'Union africaine, sera transmis aux autorités de la transition. C'est en ces termes que le chef de cette délégation de l'UA a pris congé de son hôte. Et après ces audiences, ouvrons à présent le dossier de la rédaction sur cette actualité. Ils étaient plus de 800 000 Gabonais inscrits sur la liste électorale
et seulement un peu plus de 400 000 ont exercé leur devoir citoyen. Résultat provisoire, 91,80% de oui contre 8,20% pour le non. L'annonce a été faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, même si le taux de participation reste en dessous des prévisions au regard de l'enjeu du scrutin. Retour sur les chiffres, province par province, une véritable course à la première place avec Cyril Bertrand Galéco. Les résultats du référendum constitutionnel pour l'adoption d'une nouvelle loi fondamentale au Gabon, organisé le samedi 16 novembre dernier, ont été dévoilés à moins de 48 heures après la fermeture des bureaux de vote, marquant un tournant historique dans la gestion du processus électoral dans le pays. Les Gabonais ont pu constater le verdict de cette consultation populaire cruciale dans laquelle le oui a remporté une adhésion massive avec 91,80% des voix rendues publiques par le ministère de l'Intérieur, gestionnaire du processus électoral dans le pays. À l'issue de cette compilation, nous avons les résultats du Gabon suivants. Inscrits, 868 115. Votants, 463 066. Bulletins blancs ou nuls, 8 893. Suffrages exprimés, 454 173. Ont obtenu, pour le oui, 416 983, ce qui correspond à 91,80%. Pour le non, 37 302, ce qui correspond à 8,20%. Il convient de signaler que le taux de participation observé s'élève à 53,54%. Des prouesses inédites en scrutant de plus près ces résultats comparativement au scrutin précédent de 1958 et 1995. Le Wallentem, connu par le revirement de ses positions face au précédent pouvoir, occupe la première place avec 98,25% des voix en faveur du oui. C'est dorénavant la Nyanga, autrefois frondeuse, qui arrive en deuxième position en termes de meilleur score du oui avec 97,09%. Le Haut-Togo en léger recul occupe la troisième position avec 96,47%. Langounier 95,62%, tandis que Logo Ivindo et Logo Lolo ont récolté respectivement 95,57% et 95,28%. Dans le Moyen-Nogoué, le mercure en faveur de la nouvelle loi fondamentale est monté jusqu'à 93,45%, alors que dans l'estuaire, l'Onaglané 85,60% et Logo Maritime 83,72%. À l'étranger, globalement, le score en faveur du oui a atteint les 61,06%, une prouesse inédite du processus rendu possible grâce au comité de transition pour la restauration des institutions et son président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui incarne la volonté de transparence et d'efficacité dans le processus démocratique. Et il faut dire que comparativement aux différents référendums de 1958 et de 1995, eh bien les résultats de cette année dans chaque province démontrent une forme de révolution, tant sur la participation que sur les anciens clichés préconçus. Rodolphe Mukambi Boma nous fait son analyse. Résultat de l'élection du référendum constitutionnel du 16 novembre 2020. Il n'aura fallu que 24 heures pour connaître les résultats provisoires du scrutin référendaire 2024 au Gabon. Inédit, dira-t-on. Le ministère de l'Intérieur, dont la paternité de l'organisation des élections au Gabon a été ramenée cette année 2024 par un communiqué du CTRI, a tenu son pari et les résultats rentrent désormais dans les annales de la vie politique de notre pays. Longtemps indexé pour son abstention de 1958, la Nyanga a fait un score pulvérisant de 97%, devenant ainsi la deuxième province au classement national de l'expression démocratique. Une possible rupture qui sort la Nyanga de sa contestation légendaire. Le résultat essaie de surprendre les gens pour la Nyanga. Tout le monde avait à l'idée ce fameux résultat du référendum de 1958. Nous n'étions pas nés, et les acteurs politiques n'étaient pas les mêmes.
Nous savions que dans la Nyanga, on était optimiste que nous devions faire ces résultats. Plus surprenant encore, le score du oui dans la province du Wellington, un palmarès qui tutoie les 99%, bien loin de l'engouement de 1995 et plus loin de 1958 lors des précédents référendums. Premier au classement, cette province vient d'en faire une démonstration de rupture, rivalisant presque avec le Haut-Ogooué qui reste fidèle à ses palmarès légendaires en période électorale. Cette élection référendaire qui a vu la participation de plus de 463 000 votants a départagé le oui avec 91,80% des suffrages contre 8% pour le non. À comparer avec le référendum de 1995, le processus avait abouti à 96% pour le oui et 3,56% pour le non. Seul l'ennemi redoutable, l'abstention qui a grimpé à 46% pour cette élection, alors qu'en 1995, elle s'était stabilisée à près de 37%. Dans tous les cas, l'élection 2024 a révélé bien de nombreuses surprises et peut-être une nouvelle configuration dont les redoutables d'hier deviennent l'espoir de demain. Et comme vient de nous le dire Rodolphe Mukambi Boma, c'est une constitution largement approuvée donc, mais le taux d'abstention reste aussi l'autre grand vainqueur de ce scrutin marqué par une faible mobilisation des électeurs. Des millions d'entre eux ne se sont pas déplacés selon les résultats provisoires annoncés par le ministre de l'Intérieur. Mais pourquoi l'abstention a-t-elle gagné du terrain? On tire les enseignements avec Patricia Lili-Moueli. Les statistiques relatives à l'abstention sont données. 46%, une tendance qui fédère plusieurs écoles politiques. Certes, le scrutin électoral s'est déroulé dans le calme, la sérénité et la transparence, mais le constat est que nombreux ne se sont pas rendus dans les bureaux de vote pour accomplir leur devoir civique, qui pourtant constitue le droit de tout citoyen. Comment les différentes écoles politiques pourraient l'expliquer? Est-ce la pratique de la politique de ces 14 dernières années ou est-ce par le fait que le référendum constitue un scrutin inhabituel, voire nouveau, pour une bonne partie des électeurs? Réponse. La Constitution, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont lue et l'État républicain n'a pas fait grand-chose pour cela. Les gens se sont déterminés en fonction des débats qu'il y a eu d'ailleurs sur votre chaîne. Or, les débats ont été marqués par deux éléments essentiels à mon sens. Le primat des postures et la perte de sens. La perte de sens en ceci qu'on prenait un mot, on le vidait de son contenu sémantique, on lui faisait dire tout et n'importe quoi. Le primat des postures, ça c'était encore plus criard. Ce qui intéresse les gens, et ce que l'on a toujours connu, c'est l'élection. Vous vous êtes même rendu compte que les hommes politiques parlaient d'élection référendaire, ce qui est un oxymore. Il s'agit d'un référendum, et ce n'est pas culturellement accessible à la plupart de nos compatriotes. L'espace politico-médiatique a confondu les limites de son esprit à celui de l'esprit de la société entière. On se retrouve dans un référendum où la plupart des gens ne comprennent pas grand-chose. En réalité, cette abstention, qu'est-ce que c'est? Cette abstention, c'est l'échec d'un clivage artificiellement organisé entre le camp du non et le camp du oui. Parce que dans la réalité empirique, ce clivage n'existe pas. Dans les missions diplomatiques, en France, aux États-Unis, au Maroc, pour ne citer que ces pays, le débat politique est autrement animé. Dans les zones rurales, le concept de micronation n'aura-t-il pas permis une meilleure mobilisation? Dans les grandes agglomérations, on constate bien que la culture politique a été bel et bien animée, non seulement l'abstention, mais ceux qui ont exercé leurs droits civiques, les scores ont été resserrés. En réalité, on n'est même plus dans la conviction, dans le fait de convaincre ou de ne pas convaincre. On est dans une sorte d'attitude ritualisée. Ils arrivent, ils viendront toujours nous parler et nous, on ira voter ou pas voter. Donc en fait, il n'y a même pas d'influence en réalité par rapport au fait que les gens arrivent ou n'arrivent pas. Parce que les gens se sont fait une idée et sont habitués à ces rencontres qui sont désormais des rituels. Maintenant que le référendum est terminé, les quelques personnes qui sont allées voter ont manifesté un certain espoir. Ils se sont dit qu'il faut voter, faciliter les choses pour que enfin le travail véritable, le travail réel commence. Donc maintenant,
Il est temps de passer au travail, il est temps d'être plus inclusif, il est temps d'arrêter avec ce que d'autres ont appelé la politique politicienne. Il s'agit d'avancer et d'aller vers ce qui touche effectivement chaque Gabonais. L'abstention référendaire du 16 novembre permet donc de comprendre la différence entre le scrutin référendaire, présidentiel, législatif et local. C'est pourquoi l'édification, répétition et répétition. En clair, l'éducation politique doit se poursuivre et donc aller au-delà du simple référendum. Autre constat important, les résultats qui ne se seront pas fait attendre. Le temps entre le vote et l'annonce de ceux-ci, très long par le passé, pour des raisons maîtrisées par les instances en charge, aura agréablement surpris les électeurs qui appellent d'ailleurs à renouveler cette organisation lors des futures échéances électorales, c'est-à-dire un dépouillement rapide pour éviter les accusations de fraude. Andy, Nel, Tungi, Evaris, Nduntu. C'est un fait inédit en République gabonaise. 24 heures après le scrutin référendaire, les résultats sont connus. Dimanche soir à la télévision nationale, le ministre de l'Intérieur, Herman Imongo, rendait public le vote de plus de 45 000 Gabonaises et Gabonais. À la question de savoir si le ministère de l'Intérieur a tenu à la bataille de la réactivité, les avis sont les suivants. Ça a été très rapide par rapport aux échéanciers précédents. Je pense que là, chapeau. J'espère que ça va continuer comme ça. C'est vraiment un coup de chapeau. Et je pense qu'avec cet élan, les choses vont mieux s'améliorer cette année-ci. Ils ont bien organisé les élections, quoi. C'était dans la transparence. Donc c'est mon point de vue, quoi. Mais ça fait de la joie, ça montre que le Gabon est un exemple désormais. Le Gabon va vers la félicité. 24 heures après, on a des résultats. Ça veut dire que le Gabon n'est plus le Gabon d'hier. Bien parler et bien dire ne valent rien sans bien faire. Nous sommes dans l'avènement du bien faire. L'annonce vivace des résultats du référendum serait-elle une réponse aux mauvaises langues qui avaient des doutes quant à la capacité du ministère de l'Intérieur à organiser raisonnablement les élections? Il faut dire que plusieurs facteurs auraient participé à ce qui apparaît comme une aubaine, notamment la présence des observateurs internationaux et nationaux, le numérique à travers les différentes plateformes, mais aussi la présence discrète des forces de défense et de sécurité. Ça s'est bien passé. Nous félicitons déjà le ministère de l'Intérieur parce que moi-même j'ai fait partie de membres observateurs de la société civile. Donc on a suivi tout le déroulé du début jusqu'à la fin, au dépouillement. Donc ça s'est bien passé. Mon cœur est très heureux parce que nous recherchons la paix. Et nous avons constaté qu'il y a la paix au Gabon. Les inquiétudes que nous avions, les appréhensions que nous avions de ce qui va se passer, je crois que sur le terrain, c'est tout autre chose. Nous savons nous avons vu également qu'il y a eu des débats houleux et des positions très tranchées, mais au-delà de tout ça, il y a une convivialité. C'est finalement les volets transparence et démocratie qui ont été les maîtres mots de ce processus électoral. Loin des élections combinées de la présidentielle, des législatives et des locales d'août 2023 qui se sont tenues dans un huis clos avec l'absence d'accréditation des médias internationaux, celle de 2024 vient de s'inscrire au panthéon de l'histoire gabonaise. Voilà un scrutin qui indéniablement marque un tournant dans le paysage politique du pays. Les résultats favorables au camp du oui ont ouvert la voie à des manœuvres politiques intenses, tant parmi les vainqueurs que les vaincus. Nous sommes déjà dans le mercato politique post-référendum et dans cette dynamique, il serait crucial de voir comment s'ajusteront justement les prochaines étapes. C'est l'objet du billet de la rédaction sous la plume et la voix d'Éric Ndiengi Mbadinga Mwanjok et l'ingéniosité technique de Rodolphe Eilemvi. L'annonce des résultats du référendum constitutionnel du 16 novembre dernier, présentée par le ministre de l'Intérieur, a clairement montré la victoire écrasante du oui face au non. Après le triomphe du oui, on observe une compétition, un concours autour de ce oui dans la perspective du mercato politique. Chacun cherche à maximiser ses opportunités et à obtenir les postes clés, symbolisant le miel et la médaille d'or du oui. Donc, dès lors, s'ouvre une bataille pour revendiquer la paternité du succès.
chaque acteur cherchant à s'attribuer le mérite en fonction de l'intensité de sa campagne et de sa mobilisation sur le terrain. Les acteurs impliqués dans ce mercato politique peuvent désormais ressentir une pression accrue pour satisfaire les attentes des personnes qui estiment avoir contribué à la victoire du oui, les personnes qui ont mouillé le maillot. Cette situation peut générer des tensions et des revendications de récompenses de la part de ceux qui se sont activement engagés pour promouvoir le oui dans différentes régions du pays. On assiste à une véritable compétition où les provinces, départements, cantons, villages se disputent les honneurs du hit parade du oui. En somme, chacun ambitionne de décrocher la médaille d'or du oui. Il y a un véritable engouement pour récolter les fruits du succès, chacun aspirant à sa part du gâteau. Cette guerre pour le mercato va sans doute causer beaucoup de nuits agitées pour ceux qui en détiennent les rênes, car les demandes de récompense vont se multiplier. Il y aura même des demandes de transfert du non vers le oui. Après tout, il s'agit bien là d'un mercato politique. Chacun espère une revalorisation de son statut, un repositionnement dans les postes, voire une entrée au gouvernement. Cette dynamique traduit le besoin de reconnaissance et le désir de consécration qui accompagne un effort collectif. En réalité, tous cherchent à se partager le butin du oui, conscients du fait que la victoire est souvent source de nouvelles opportunités et de réajustement au sein du paysage politique. Les vaincus du non feront allégeance, notamment les ténors, qui refusent d'être en fin de carrière. Ils veulent démontrer qu'ils ont de beaux restes, à l'instar de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi. On se souvient de l'illustre Del Piero. Ils ne raccrocheront pas les crampons. Après tout, ce sont des individualités, des vieux poumons de la politique de Gabao. Chacun aspire à faire avancer sa carrière politique et à jouer un rôle de premier plan dans les futures orientations de Gabao, même en corpo. Voilà pour le référendum. Dans l'actualité de ce soir également, le 18 novembre de chaque année, le Gabon, à l'instar de nombreux pays sur le continent, célèbre la Journée africaine de la statistique. L'édition 2024 est placée sous le thème « Soutenir l'éducation, modernisant la production de statistiques adaptées à ses besoins ». Notre rédaction se propose de vous édifier sur la question avec Tatiana Minkou. La Journée africaine de la statistique. Le concept vous semblera probablement peu familier à l'entendement. Pourtant, la décision de célébrer l'événement annuel a été prise en 1990 par la 5e session de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et la 6e réunion des ministres africains responsables de la planification et du développement économique. Dans ce cadre, le Gabon met en place en 1976 la Direction générale de la statistique. Elle est chargée d'élaborer les collectes des données de toute nature, notamment relevés et calculs des différents indices pour analyse et interprétation. La vulgarisation de la culture statistique est considérable à plus d'un titre sous les tropiques, en ce qu'elle construit la bonne gouvernance afin de garantir que la relation entre l'État et son peuple soit transparente. La prise de décision macroéconomique qui repose sur des données statistiques permet en effet une croissance économique forte et une création d'emplois. Au Gabon, au plan éducatif par exemple, le taux de scolarisation au primaire et au premier cycle du secondaire a légèrement baissé, passant de 4% en 2022 à 3% en 2023, ce qui justifie le thème accordé cette année à la célébration de l'événement, je cite, « Soutenir l'éducation en modernisant la production de statistiques adaptées à ses besoins ». Somme toute, la sensibilisation sur l'importance de l'intégration de la culture de la statistique dans la société africaine présente un florilège d'intérêts capitaux pour l'atteinte des objectifs de développement durable dans les pays du continent. Et à ce propos, sachez que le vice-premier ministre Alexandre Barrot-Chambrier a prononcé un discours de circonstance. Je vous propose d'ailleurs de suivre un extrait. Le thème retenu en cette année 2024 est « Soutenir l'éducation en modernisant la production de statistiques adaptées à ses besoins ». Ce thème trouve une résonance particulière dans notre pays. Il sert de force de rappel à nos partenaires
producteurs et utilisateurs de données, ainsi qu'à nos concitoyens, pour qu'ils prennent conscience de l'importance des statistiques dans la réalisation des objectifs assignés à notre système éducatif. Cette vision est à l'heure actuelle portée par les plus hautes autorités du pays, en tête desquelles le président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Elle est d'ailleurs au cœur du 4e pilier du plan national de développement pour la transition, PNDT, consacré au développement du capital humain et à l'inclusion sociale. Dans cette optique, il faut louer les réformes en matière d'éducation initiées par le président de la transition et mises en œuvre par le gouvernement conduit par le Premier ministre de la transition, M. Raymond Dongsima. Il s'agit notamment de la gratuité des frais de scolarité, le rétablissement des bourses scolaires, l'augmentation de l'effectif des enseignants grâce aux concours et recrutements, l'amélioration et la construction d'infrastructures scolaires et l'adoption de politiques destinées à la transformation numérique. Voilà une déclaration que vous pourrez suivre dans son entièreté au cours de nos programmes de la soirée. Intéressons-nous à présent à ce point de presse du ministre de l'Économie sur l'opération de rachat anticipé de 180 milliards de francs CFA de l'eurobond de la République gabonaise, décidé et annoncé par le chef de l'État. L'objectif a pleinement été atteint selon le membre du gouvernement avec une participation de plus de 260 investisseurs internationaux. Les explications de Rebecca Fono et Alpha Boning. Lors d'un point de presse tenu cet après-midi, le ministre de l'Économie a annoncé le remboursement de l'État des eurobonds dont l'échéance initiale était fixée à juin 2025. Un eurobond est une obligation qui permet aux États et aux entreprises d'emprunter dans une autre devise que celle du pays émetteur. Dans notre cas, il s'agit d'une obligation du Trésor gabonais émise en dollars sur la place financière internationale en 2015. C'est ainsi que l'opération lancée le 7 novembre 2024 a été clôturée le 14 novembre 2024 et a porté sur un montant en principal de 180 milliards de francs CFA, comparativement à un total de 376 milliards de francs CFA et dont l'échéance était fixée au 16 juin 2025. Selon le ministre, cette opération estimée à près de 400 milliards de francs CFA obéit à un remboursement anticipé qui présente une portée majeure en termes d'avantages économiques. Et je parle de l'opération que nous avons faite dans le cadre de cet eurobond. La première chose, c'est que en faisant un rachat anticipé, nous faisons baisser la pression sur les finances publiques. Puisque avant cette opération, l'État devait rembourser à peu près 375-380 milliards et aujourd'hui, l'État ne doit plus rembourser que 200 milliards. L'objectif de rachat a pleinement été atteint avec la participation de plus de 260 investisseurs internationaux pour un montant de 275 milliards de francs CFA, soit plus de 156% du montant attendu. Cette rencontre a été pour le ministre la célébration d'un franc succès qui ne prévoit que du positif. Éducation, cette rencontre technique à l'Institut pédagogique national sur le développement des compétences des inspecteurs pédagogiques gabonais au sujet de la question de l'évaluation des concepteurs gabonais à l'ère de la contextualisation des manuels scolaires inscrits au programme pour la formation de nos jeunes élèves Nathalie Oké, Rodolphe Lebonda. Après la sortie et la mise en circuit des nouveaux manuels contextualisés par le gouvernement de la transition, les inspecteurs spécialisés par discipline scolaire sont évalués, du moins, ces nouveaux ouvrages du système éducatif national. Nous sommes résolument lancés dans le processus d'élaboration des manuels scolaires du collège et pourquoi pas du lycée bien plus tard.
Et donc, c'est un regard sur le travail que nous faisons en tant que concepteurs et un autre regard en tant qu'évaluateur des manuels scolaires. Nous avons vu les forces et les faiblesses des différents manuels scolaires, partant du pré-primaire jusqu'au collège. 3 pays que sont la Côte d'Ivoire, l'île Maurice, le Gabon font l'objet de cette évaluation pour jauger la qualité de ces ouvrages. Nous sommes là justement en train de mettre nos manuels, donc les nouveaux manuels, en compétition avec les autres manuels d'autres pays pour voir quel est réellement le niveau de travail qui a été fait. Il y a beaucoup d'indicateurs, par exemple la contextualisation, il y a la qualité donc scientifique des manuels. Est-ce que ces manuels, les manuels gabonais qui sont en train d'être élaborés, sont scientifiquement à la hauteur des manuels des autres? La rencontre qui a ouvert ses assises ce lundi à l'Institut pédagogique national va se poursuivre tout au long de cette semaine. Des assises qui préparent la participation du Gabon aux travaux de la Confémen, la conférence des ministres de l'Éducation nationale de l'espace francophone d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Suite au mouvement de grève lancé depuis lundi dernier par les agents du groupe Faubert Gabon, le ministre du Travail a mandaté son conseiller technique et le directeur provincial du travail de l'Estuaire pour procéder à la négociation entre la direction générale de Faubert et les différents délégués des entités du groupe. Les détails et les explications avec Pélagie Mboui et Guy-Serge Dizambo. Autour de cette table, les délégués des entités de Faubert Gabon, le directeur général de ce groupe et les responsables du ministère du Travail qui mutualisent leurs efforts pour ramener la sérénité dans ce groupe. Bien, il s'est agi d'ouvrir réellement les négociations et vous avez vous-même constaté l'effectivité de l'ouverture de ces négociations. Les négociations se portent bien. Nous avons une bonne volonté de 2 parties, aussi bien de l'employeur que des travailleurs. Et je crois qu'il y a très bon espoir pour la suite des travaux. Des échanges à bâton rompu. L'ouverture des échanges a été effective aujourd'hui. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a une pétition qui a été rédigée par la partie employés. Cet ensemble-là s'appelle accord d'établissement. Nous, la partie employeur, on souhaite connaître le contenu exact de ces accords pour voir si à la fin, on pourra les signer ou pas. À partir de mercredi, on sera dans le vif du sujet. Il y a une projection qui sera faite pour pouvoir éplucher page par page le document qui nous a été proposé par la partie employée. Des négociations qui vise non seulement à revoir les conditions de travail et salariales, mais aussi à mettre fin à cette crise qui n'a que trop duré. Dans le reste de l'actualité, on parle du récent séjour à Moabi de Louise Boukandou Moussavou. La ministre de la fonction publique a répondu à l'invitation des membres de la coopérative agricole Bavariti confrontés au conflit homme-faune. Ces derniers éprouvent d'énormes difficultés pour mener à bien leurs activités. Alpha Ndombi Moussavou, Varenne Adoli Nkeli. Invitée par les responsables de la coopérative Bavariti de Moabi, Louise Boukandou Moussavou, fille de la localité, s'est imprégnée des conditions de travail des membres de cette coopérative agricole lors de son séjour dans cette partie du Gabon. Même les coopératives seront sponsorisées de nous. Le tout, c'est de commencer et dès qu'on a commencé, quand l'aide arrive, on vient seulement améliorer ce qui existe déjà. Mais il est difficile de partir de rien pour améliorer. C'est impossible. Donc, je ne peux que vous encourager. Une visite guidée qui a permis aux responsables de cette plateforme agricole d'étaler les difficultés auxquelles ils font face. Notre site, ce n'est pas ici. Notre site est à 2 km de la ville, à proximité de la route. Si nous sommes quittés de là-bas, c'est à cause des vachidaires. Donc nous sommes venus s'installer ici provisoirement. On n'a pas encore eu l'idée de faire évacuer les vachidaires sur notre terrain. C'est une parcelle de 2,5 hectares. Il y a déjà 1050 pieds de région.
On fait avec notre moyen de bord, notre force de frappe. La coopérative Bavariti, quoique sur un site d'exploitation provisoire, entend participer à la dynamisation de l'économie locale et assurer un accroissement soutenu de la production agricole en attendant l'intervention des autorités compétentes afin de regagner leur ancien site. Lors de son passage dans la province de la Ngounié, le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema avait annoncé la réalisation de plusieurs projets à fort impact social dans cette partie du pays. Et pour joindre à l'action à la parole, une équipe d'ouvriers gabonais séjourne actuellement à Guiétou pour procéder à la réhabilitation des voiries. Andinel Tungi, Guy Serge Dizambou, nos envoyés spéciaux. Ce bulldozer en mouvement marque le début des travaux de l'axe Carrefour-Moussa-Guiétou. Ici, dans le département de la Basse-Mougalaba, c'est le cœur plein de reconnaissance que les populations ont assisté au tout premier coup de pelleteuse. C'est pour une première des fois qu'on voit ce geste aussitôt, même pas la semaine qu'il est venu, il envoie une entreprise. Vraiment, nous sommes bien satisfaits, nous sommes contents. La route, même si vous passez par ici, là, vous pouvez même dormir, même 2 jours là-bas, vous n'arriverez pas à Guétou. Parce que Guétou, la route là est bloquée, beaucoup de bourbies, beaucoup de ponts qui sont là-bas, papa, tu ne peux même pas arriver le même jour à Guétou. On remercie notre président. Tout ce qu'il est venu parler ici, là, ça commence à venir. Oui, avec les actions qui sont posées, les engins qui sont en train de déblayer, l'aménagement de la route va nous permettre aujourd'hui de joindre Guétou dans les délais les plus courts. Les travaux d'urgence concernent d'abord la mise à plat des bourbiers, ensuite la réfection des ponts et enfin l'ensoleillement qui aura pour conséquence la fluidité du trafic et une visibilité pour les automobilistes. Il y a notamment le nivellement de toute cette zone qui peut peut-être prendre 2 ou 3 mois parce que nous avons à peu près 100 km, 96 km, c'est presque 100 km. Donc nous avions 2 mois de rechargement en latérite sur tout ce tronçon-là. Longtemps resté dans un état sommaire, la route Mouila-Guiétou sera bientôt en souvenir, car l'entreprise commise à l'œuvre promet de livrer le chantier d'ici 4 mois. On poursuit l'actualité en province, mais en bref cette fois avec Betty Warel Anzembe. Suite à l'effondrement d'une buse causée par les intempéries, un énorme creux menace l'interruption de la route menant à la station provinciale de Radio Gabon et au camp des sapeurs-pompiers à Fonceville, dans la province du Haut-Ogooué. Selon les riverains, si rien n'est fait, plusieurs activités seront arrêtées dans cette partie de la capitale provinciale. À Lambaréné, dans la province du Moyen-Ogooué, le service d'hygiène publique et d'assainissement a mené une opération d'inspection qui a conduit au retrait du circuit d'alimentation et de distribution d'environ 5000 produits impropres à la consommation. Ces agents du service d'hygiène et d'assainissement ont longtemps été absents sur le terrain pour cause de suspension. Dans la province de l'Ogooué-Lolo, à Koulamoutou, les épouses de forces de sécurité et de défense sont désormais regroupées en fédération. Objectif, améliorer la condition de vie de l'épouse et de la famille du militaire. Les installations des responsables de la dite fédération ont eu lieu au 5e bataillon d'infanterie militaire. Finissant dans le septentrion, à Bitam, dans la province du Wellington, une jeune compatriote a donné naissance à des triplés âgés de 29 ans. Cette dernière, déjà mère de 4 enfants, appelle à l'aide. Étant sans emploi avec des moyens limités, elle dit vouloir un travail et un logement pour prendre en charge ses 7 bambins. À l'étranger, politique d'abord, direction le Sénégal pour parler des élections législatives du dimanche 17 novembre, donc hier. Le PASTEF, le parti au pouvoir, a remporté une large victoire selon les tendances annoncées au soir du scrutin. Le commentaire de Janice Ondo Nguema.
Quelques 7,3 millions d'électeurs au Sénégal étaient convoqués aux urnes dimanche 17 novembre 2024 pour élire. Parmi les 41 listes en compétition, 165 députés devant siéger à l'Assemblée nationale, dissoute en septembre dernier par le président Bassirou Diomaye Faye. 112 députés sont ainsi élus au scrutin majoritaire dans les 46 départements du Sénégal et les 8 circonscriptions électorales de la diaspora. Les 53 autres viennent de la proportionnelle sur les inscrits sur la liste nationale parmi les 41 en lice, alors que les Sénégalais attendent toujours la proclamation officielle des résultats de ces législatives anticipées. La victoire écrasante des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité a été reconnue par deux principales têtes de liste de l'opposition. Le maire de Dakar, Barthélémy Dias, et le deuxième de la présidentielle de mars 2024, l'ancien premier ministre de Macky Sall, Amadou Ba, ainsi que d'autres adversaires du PASTEF ont félicité le parti présidentiel. Le PASTEF a battu Dias et Ba dans leur bureau de vote. La coalition Taku Walou de Macky Sall a mordu de la poussière mais dénonce une fraude massive. Le président Bassirou Diomaye Faye et son bouillant mentor, le premier ministre Ousmane Sonko, ont réussi leur pari, celui de disposer d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale, ce qui permet enfin à ce duo de choc d'asseoir leur pouvoir sur des bases démocratiques transparentes et très solides. Le porte-parole du parti présidentiel a rendu un vibrant hommage au peuple sénégalais pour la victoire fracassante qu'il a donnée au PASTEF, affirmant être en possession de 90 à 95% des résultats. La presse sénégalaise ne tarit-elle pas d'éloges à cet atterrissage triomphal du PASTEF à l'Assemblée nationale, saluant un raz-de-marée ou encore une déferlante? Avec un tel plébiscite, le duo au sommet de l'État détient maintenant tous les leviers du pouvoir pour appliquer leurs programmes de rupture et de justice sociale avec lesquels ils ont été portés à la tête du Sénégal par le peuple sénégalais. Parlons aussi des performances des sportifs gabonais de l'étranger, comme chaque lundi avec Parfait Junior Boukinda. Le président de la Fédération gabonaise de Jiu-Jitsu, Alain Zengi Iwangu, promu. Le Gabonais a été nommé membre du bureau exécutif de l'Union africaine de Jiu-Jitsu lors d'une assemblée générale qui s'est tenue à Rabat au Maroc. Par cette nomination, il faut voir la reconnaissance de l'expertise du vert jaune bleu dans la discipline. Axel Meyemendon s'engage dans un nouveau défi. Après plusieurs mois sans contrat, l'international gabonais a signé avec le club qatari de Messemer, sport pensionnaire de 2e division. C'est une bonne nouvelle pour le Gabonais qui retrouve son 13e club dans sa carrière de joueur. Axel reprend donc du service. Vanessa Mazali fait parler d'elle en Croatie. L'internationale gabonaise a été décisive lors de la 7e journée du championnat de première division croate avec ZNK Agram. Elle a marqué un but durant la rencontre. Elle compte désormais 5 réalisations pour 2 passes décisives en 9 matchs, soit 467 minutes jouées. Le Gabon qualifié pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc en 2025. Les Panthères ont obtenu leur qualification grâce à la victoire de Lesotho face à la République centrafricaine lors de la 5e journée. Le pays retrouvera la plus prestigieuse compétition africaine après son absence lors de la dernière édition en Côte d'Ivoire. Revenons sur la nouvelle constitution et ce soir, dans votre rubrique de A à Z, mon article, nous vous proposons les articles 39 et 40 du chapitre 2 des devoirs. Elisabeth Guignonga, Raissa Eva, Yingon Eban et John Bani Ovumi. La voilà. Article 39. La nation proclame la solidarité et l'égalité de tous devant les charges publiques. Chacun doit contribuer en proportion de ses ressources au financement des dépenses publiques. La nation proclame en outre la solidarité de tous devant les charges qui résultent de calamités naturelles et nationales. Article 40. L'État est tenu de promouvoir et de faire respecter la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques et de lutter contre la corruption, les détournements des deniers publics et les infractions assimilées. Que retenir
de ces articles. Cet article renvoie à un principe simple, qui est un principe de droit fiscal, qui est celui du consentement à l'impôt. Mais nous n'irons pas de ce côté pour expliquer cela simplement aux citoyens. C'est-à-dire, cet article dit que les citoyens participent aux dépenses publiques à travers les prélèvements qui sont opérés dans leur consommation, dans leur salaire. Ces prélèvements sont soit directs, soit indirects. Autrement dit, lorsque nous consommons à travers la bouteille de coca qui est achetée, nous envoyons une partie de cet argent au niveau de la caisse publique pour que les gouvernants utilisent cet argent, donc les deniers publics, pour construire des routes, pour construire des hôpitaux. Et donc cet article doit permettre à chaque citoyen de comprendre qu'il n'y a pas en réalité des dons, sortir de la logique de la République de dons, non. Cet article doit amener chaque Gabonais à comprendre qu'en réalité, lorsqu'une route est construite, lorsque une école est construite, c'est à travers l'effort que chacun d'eux consent à faire à travers notamment l'impôt, notamment l'exploitation des ressources naturelles de notre sol et de notre sous-sol. Et au demeurant, le dernier article qui parle de la solidarité par rapport aux calamités naturelles, naturellement, il s'agit là d'un effort que chaque citoyen doit faire lorsque le pays est confronté à une calamité. Donc chacun doit pouvoir témoigner de sa solidarité afin que la zone sinistrée puisse recouvrer l'intégrité de son territoire, afin que les populations qui ont été victimes de cette calamité puissent retrouver des conditions de vie décentes. Alors, s'agissant de l'article 40, qui en réalité a un lien avec l'article 39, qui est une suite. Alors, l'article 40 consacre pour la première fois dans la Constitution de notre pays l'obligation faite à l'État de promouvoir la bonne gouvernance à travers notamment la lutte contre tout ce qui est détournement des deniers publics et tout ce qui est corruption. En réalité, sur le fondement de cet article, il s'agit de mettre au sommet de la pyramide des normes, c'est-à-dire la loi la plus importante dans un État, une question sociétale, une question que les Gabonais ont vécu massivement ces dernières années à travers les sommes d'argent découvertes ci et là dans les domiciles privés. Donc il faut savoir que l'argent destiné à construire les routes, les écoles, les hôpitaux et compagnie, dont ce qui est appelé dépenses publiques, doit seulement servir à cet intérêt pour asseoir le développement. A contrario, si les gouvernants, les ministres, les maires, les directeurs généraux d'administration qui sont investis de ces différentes missions d'intérêt général utilisent cet argent pour un intérêt privé, nous sommes dans la logique des détournements des deniers publics et donc la Constitution promeut la bonne gouvernance afin que ce phénomène qui a caractérisé la gestion de notre pays puisse cesser et que l'État y veille de façon permanente. On reste avec Elisabeth Guignanga qui nous propose à présent le chronogramme des activités du CTRI après le référendum. C'est sur l'année 2025. On regarde. Élection référendaire 2024 au Gabon, le ministre de l'Intérieur a annoncé les résultats. Victoire du oui, 91,80%, sur le non, 8,20%. Une étape quasiment bouclée du chronogramme officiel du CTRI pour cette transition. En entendant la proclamation officielle des résultats par la Cour constitutionnelle, d'autres événements pointent à l'horizon. Janvier 2025, début des travaux du nouveau code électoral. Première quinzaine de février 2025, collecte des observations et remarques de la première mouture du code électoral. Mi-février 2025,
Débat final sur le code électoral. Fin février 2025, prise en compte des remarques et observations et disponibilité du texte final. Mi-mars 2025, adoption du texte par le Parlement et promulgation par le chef de l'État. Avril 2025, début de la révision de la liste électorale. Juillet 2025, distribution des cartes d'électeurs et mise en place du matériel électoral. Et enfin, août 2025, élection présidentielle et fin de la transition. Et maintenant, c'est le titre de l'édito de ce soir. Martial Tchibinda s'interroge justement sur la suite des événements. Rodolphe Yelembe a assuré la partie artistique. Bonsoir chez vous. Et maintenant, c'est bien la question que fort logiquement tout Gabonais soucieux de l'avenir est en droit de se poser. Maintenant que l'annonce des résultats par le ministère de l'Intérieur dans la nuit de dimanche a fait état de la large victoire du oui, 91,80% sur le non, avec seulement 8,20% des suffrages exprimés, c'est quoi la suite ? Depuis les contributions des Gabonais à hauteur de 38 000, le dialogue national inclusif, la mise en place du comité constitutionnel national jusqu'à l'Assemblée constituante, l'étape référendaire vient ici mettre un terme à la première partie d'un chronogramme arrêté par le Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI. Chronogramme qui jusqu'alors, soit dit en passant, respecte bel et bien les délais. Oui, quand c'est bien, le souligner, c'est également faire montre d'honnêteté intellectuelle. Tout cela c'est bien, c'est dit, mais la grande question demeure, et maintenant ? Pour cette grande question qui laisse libre cours à toutes sortes de spéculations à court, moyen et long terme, l'édito voudrait, dans un premier temps, rester légaliste, accroché au texte comme qui dirait, pour dire que, et maintenant, dans l'immédiat, eh bien, c'est la grande cour de transition qui, constitutionnellement, sans mauvais jeu de mots aucun, doit proclamer les résultats après avoir épluché les requêtes, s'il y en a, liées au contentieux électoral. Après cela, et maintenant, c'est le reste immédiat, la suite logique, c'est rester agrippé, accroché, ne pas perdre de vue la piste du chronogramme. Celui-là même, chronogramme, qui prévoyait la durée de la transition à 2 ans, au terme desquels se tiendra l'élection du prochain président de la République gabonaise, démocratiquement élu en août 2025. Et maintenant, il faut mettre d'ici peu en branle le processus qui nous mènera à une élection transparente, apaisée et crédible aux yeux du monde. Et maintenant, à très court terme, il faille que les travaux liés au nouveau code électoral débutent pour faire place à la collecte des observations et remarques de la première mouture du code électoral. Ensuite, l'adoption du texte par le Parlement et la promulgation par le chef de l'État afin que débute la révision de la liste électorale, laquelle nous mènera à la distribution des cartes d'électeurs et la mise en place du matériel électoral pour qu'en août 2025, l'élection présidentielle vienne mettre un terme à la transition. À côté de ce formalisme qui nous fait réaliser le chemin parcouru et le reste encore à parcourir, il y a le « et maintenant » de toutes les supputations. C'est à peine si les pensées ne se disent pas à haute voix. Et maintenant que le oui l'a emporté, le remaniement gouvernemental annoncé depuis belle lurette est-il toujours d'actualité ? Et maintenant que j'ai mouillé le maillot sans réserve, de quelle nature sera ma gratification ? Et maintenant que le non a essuyé un échec cuisant, ces ambassadeurs les plus engagés vont-ils revoir leur copie ou bien se préparent-ils déjà aux prochaines joutes ? Ce d'autant plus qu'en termes de perspective, certaines mauvaises langues n'écartent pas l'hypothèse du retrait du treillis par le général président. Quoi qu'il en soit, au regard des enjeux à venir, la communication et la pédagogie demeurent cruciales. Que les Gabonais sachent bien à quel moment cette nouvelle constitution rentre en vigueur pour sonner le glas, enfin, de notre essor vers la félicité. Bonsoir chez vous.
Bonsoir Martial, et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Belle soirée et à demain 20h.